Bonjour à tous, effectivement, je suis Raphaël Besson, donc je suis bien un cofondateur du Lucas et je suis aussi donc, responsable d'un bureau d'études qui s'appelle Ville Innovation et je travaille sur les questions d'urbanisme alternatif, donc d'urbanisme culturel, tactique et transitoire depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Alors aujourd'hui, l'idée c'est effectivement que je vous parle d'un ouvrage là que je viens tout juste de terminer. L'idée c'est de partager un peu avec vous ce livre dans le cadre de cette présentation. Alors, on est dans un monde qui est marqué par une succession de crises sans fin, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient financières, sanitaires, sociales ou encore démocratiques. Et ces crises vont sans aucun doute s'intensifier et s'accélérer dans les années à venir. Alors voilà pour cette introduction pleine d'enthousiasme et de légèreté. Alors, face à ces crises s'ouvre une bataille des récits et des imaginaires pour, au fond, définir ce que pourrait être le monde d'après. Et on peut identifier à peu près 3 grands scénarios. Alors, vous avez un premier scénario, c'est le scénario de l'effondrement qui est fataliste, voire mortifère. Ce scénario, il se fonde sur l'hypothèse d'un effondrement systémique imminent. La disparition des énergies fossiles, le manque de ressources, et l'augmentation des inégalités compromettrait l'ensemble de nos systèmes civilisationnels. Dans ce scénario, certains n'hésitent pas à appeler à un démantèlement immédiat de nos villes. Les grandes villes, qui étaient jusque-là pensées comme les creusets, les berceaux des civilisations, sont désormais considérées comme des infrastructures barbares et responsables de l'effondrement du vivant et de nos écosystèmes naturels. Vous avez ensuite un deuxième scénario qui, lui, est un scénario technologiste, qui invite au fond à conforter nos régimes dominants en accélérant les solutions techniques susceptibles de soutenir une croissance économique verte. Alors, c'est évidemment ce scénario qu'on vit, c'est celui qu'on pratique aujourd'hui, avec derrière une magnifique stratégie de déni qui est extrêmement efficace. Alors, dans ce scénario, on reste fasciné par les très grands projets qui nous parlent de progrès techniques, qui créent l'illusion que nous maîtrisons encore notre avenir. Alors, je pense par exemple aux méga-projets de Smart Cities, dans lesquels nous investissons encore massivement, à l'image du projet Masdar City aux Émirats Arabes Unis, qui vise à créer une ville écologique en plein désert. Et puis on a un troisième scénario, alors qui est certes plus timide, mais qui commence à prendre de l'ampleur. Ce scénario sociétal, lui, il mise sur nos capacités d'action collective, de résilience et de créativité. Alors vous avez des mouvements écologistes, scientifiques ou encore culturels, qui appelle à une grande transition et à une transformation radicale de nos régimes socio-techniques et politiques afin que nos sociétés tendent vers un mode de développement plus soutenable. Alors, dans ce troisième scénario, nos élus et nos décideurs sont fortement sollicités pour qu'ils conçoivent des politiques publiques en mesure de limiter drastiquement l'artificialisation des sols, la destruction de la biodiversité, l'usage des ressources naturelles et des énergies fossiles. Alors, un des exemples actuels concerne les objectifs de zéro artificialisation nette, les objectifs ZAN, qui ont été donc fixés par la loi Climat et Résilience de 2021. Alors, cette loi, elle vise à lutter contre l'étalement urbain dans la mesure où l'artificialisation des sols a des conséquences extrêmement néfastes sur les écosystèmes naturels, le changement climatique, la qualité de l'air ou de l'eau. Mais la mise en œuvre des objectifs ZAN s'avère particulièrement complexe. Alors certains élus, qui dans une lecture assez fine du sens de l'histoire, s'opposent frontalement à cette loi, avec finalement cette idée qu'elle serait essentiellement imposée par des élites et des technocrates parisiens à des élus des territoires ruraux. Une loi en réalité ruralicide qui empêcherait toute possibilité de développement futur des territoires ruraux. Alors on touche là au cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est évidemment pas quelques stratégies politiques, le cœur du sujet, c'est que les objectifs ZAN et les politiques publiques qui devront être mises en œuvre dans la lignée des transitions, que ce soit des politiques urbaines, environnementales ou agricoles, ces politiques publiques, elles vont remettre en cause nos représentations, nos croyances, nos pratiques, nos modes de vie, nos mythes, nos traditions, nos valeurs et nos manières d'habiter. Les transitions ont en réalité une dimension profondément culturelle. Alors ce que nous dit la ZAN, c'est qu'il faut transformer nos imaginaires aménageurs, fondés depuis plus d'un siècle sur la compétitivité, sur l'attractivité, sur la verticalité de nos institutions, sur la métropolisation,
sur l'extension continue et la prédation sans limite des ressources naturelles et du vivant. Ce que nous dit la ZAN, c'est qu'en réalité, il faut prendre la mesure de ce qu'a affirmé il y a près d'un siècle le poète Paul Valéry, c'est que le temps du monde fini commence. Alors c'est dur. Et oui, petite prise de conscience, et c'est d'autant plus dur qu'il faut réussir à convaincre les élus de changer radicalement de logiciel. Apprendre à coopérer, apprendre à accompagner des micro-projets citoyens complexes et qui ne présentent aucun intérêt électoral. Et puis défendre des réformes impopulaires, les objectifs de zéro artificialisation nette, les zones à faible émission, les ZFE, la fiscalité carbone, des cadres réglementaires qui sont majoritairement perçus comme autant de lois imposées depuis le sérail des élites parisiennes. Alors ça fait beaucoup à porter pour nos élus, qui sont d'ailleurs pour la plupart encore traumatisés par le mouvement des Gilets jaunes, il ne faut pas l'oublier. Alors nos ministères commencent tout juste à prendre la mesure de l'impasse des politiques publiques qui portent les enjeux des transitions. Les objectifs ZAN, les ZFE, les démonstrateurs de la ville durable, les grands programmes d'investissement d'avenir ne parviennent pas à enclencher une dynamique sérieuse de transition territoriale. Pourquoi ? Parce que les transitions sont beaucoup moins une affaire technique, technologique ou réglementaire qu'une affaire culturelle. Et c'est là l'hypothèse essentielle de l'ouvrage. Les transitions des territoires ont une dimension éminemment culturelle, c'est-à-dire que nous ne transformerons pas nos territoires pour répondre aux enjeux des transitions, sans recomposer nos imaginaires aménageurs fondés sur le pavillonnaire, la maison individuelle et l'extension sans limite de nos métropoles, sans mettre en œuvre une culture de la coopération, seule à même d'assurer la survie des communs, sans adopter une lecture renouvelée de l'économie, c'est-à-dire une économie réencastrée dans les enjeux sociaux, culturels et environnementaux des territoires, sans une réécriture collective des récits de territoire, sans éprouver d'autres modes de faire, d'autres manières d'habiter et de penser les rapports que nos sociétés entretiennent avec le vivant humain et non humain. En fait, les transitions, elles ne pourront être pensées et déployées sans une réflexion sur les transformations culturelles induites sur les modes de vie, les valeurs, les représentations et les imaginaires. Il est donc grand temps de penser une culture des transitions. Alors, dans ce processus, nul doute que les arts et la culture ont une place à prendre. Et c'est d'autant plus vrai que le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, les agences de l'État comme l'ANCT ou l'ADEME, les architectes, les urbanismes, et dans une moindre mesure les ingénieurs, mais ça existe, commencent à prendre conscience des limites des approches académiques, technocentrées ou réglementaires des transitions. Alors quelques exemples, l'ADEME a récemment organisé un forum climat intitulé « Quelle culture pour quel futur ?», afin d'écrire de nouveaux scénarios et récits de la transition écologique. Les agences d'urbanisme ont récemment tenu leur rencontre nationale à Clermont-Ferrand autour du thème « Nos cultures, nos futurs, pas de réorientation écologique sans recomposition culturelle des territoires ». Vous avez un collectif de chercheurs, d'urbanistes, d'intellectuels, d'artistes, d'architectes qui viennent tout juste de signer une tribune dans Libération intitulée « Artistes, architectes, urbanistes, écologues, oser la post-disciplinarité ». Et puis vous avez le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, en partenariat avec le ministère de la Culture, qui s'apprête à organiser une rencontre sur les villes et les territoires durables, une rencontre qui place la culture et les arts comme source d'engagement collectif et accélérateur de transition écologique. Alors donc ça bouge, il y a une sorte de convergence des luttes et des réflexions qui tentent de penser les liens entre art, culture, territoire et transition. Et ce qui est intéressant, c'est que ces luttes, ces manifestes et ces acteurs interpellent directement le ministère de la Culture, les artistes, les acteurs culturels et les politiques culturelles territoriales. Et toute leur question, c'est de savoir comment les artistes, comment les acteurs culturels, comment est-ce que les collectivités en charge de la culture peuvent nous accompagner afin de nous aider à concevoir des politiques publiques de transition moins froides et davantage alignées avec le substrat culturel des territoires. Alors donc c'est intéressant, ça bouge. Le problème, c'est que quand on commence à penser ces liens entre art, culture, territoire et transition, on est tout de suite confronté à 3 défis majeurs et peut-être insurmontables. Ces défis sont à la fois théoriques, institutionnels et politiques. Alors d'un point de vue théorique, vous avez les transition studies, c'est-à-dire les études scientifiques qui analysent aujourd'hui justement le champ des transitions.
Et ces études, le problème, c'est qu'elles sont encore essentiellement focalisées sur l'étude de l'évolution des systèmes techniques et technologiques, liés à l'énergie, à la mobilité, par exemple. Leur approche reste fortement technocentrée. Par conséquent, ces études scientifiques, eh bien, elles ne nous disent pas grand-chose sur une analyse, justement, des approches culturelles des transitions. On est intellectuellement un peu démunis. Au niveau institutionnel, eh bien, les politiques culturelles connaissent des difficultés structurelles à se réinventer et à agir sur les grands enjeux sociétaux. Alors, il y a une histoire de ça, c'est-à-dire qu'il y a une histoire qui s'est construite autour d'un processus de spécialisation, d'autonomisation des politiques culturelles vis-à-vis d'autres catégories de politiques publiques. Mais le problème, c'est que la territorialisation des politiques culturelles qui s'est engagée dans les années 90, eh bien, n'a pas vraiment permis d'introduire un nouveau souffle dans les référentiels des politiques culturelles, qui peinent toujours à agir sur les grands enjeux sociétaux. Et les politiques culturelles territoriales éprouvent aujourd'hui des difficultés à accompagner des pratiques artistiques et culturelles en mesure d'agir sur les transitions, sur les questions environnementales, de genre, de transformation de l'agriculture ou encore de l'économie locale. À quelques exceptions près, la majorité des projets culturels des territoires n'évoquent pas la question des transitions. Dans le champ des politiques urbaines, ce n'est pas vraiment mieux, puisque lorsqu'on aborde un peu ces politiques urbaines, on se rend compte que quand elles traitent des questions artistiques et culturelles, c'est souvent à travers le prisme des villes créatives. Et les villes créatives n'ont rien à voir avec les transitions, puisqu'elles sont essentiellement fondées sur des stratégies d'instrumentalisation économique des pratiques artistiques et culturelles, des stratégies construites autour d'objectifs de compétitivité, d'attractivité, de marketing territorial, des objectifs très éloignés des enjeux de transition des métropoles. Quant au portage politique des approches culturelles des transitions, il demeure largement inexistant ou superficiel. On l'a vu, les transitions ont souvent pour corollaire la mise en œuvre de politiques publiques radicales et très impopulaires. Évidemment, les élus sont souvent réticents à s'engager pleinement dans ce champ-là. Et en parallèle, de nombreux experts observent un processus de dépolitisation et de professionnalisation des politiques culturelles, ce qui a eu pour effet que les élus ne s'impliquent plus vraiment dans les questions culturelles et ont progressivement oublié de faire de la politique avec la culture. Donc on est bien embêté quand on commence à travailler sur les liens entre art, culture, territoire et transition. On est d'autant plus embêté que, pour l'instant, les approches culturelles des transitions sont encore rares et elles sont très disparates. Elles sont portées par une diversité d'acteurs. Alors vous avez des collectifs d'artistes, vous avez des collectifs d'architectes et d'urbanistes, des coopératives culturelles, certains centres d'art numérique, des résidences de création collaborative ou encore des lieux intermédiaires ou des tiers-lieux culturels. Donc il y a une multiplicité d'acteurs et de formes qui, à un moment donné, viennent travailler ces approches culturelles des transitions. Il peut s'agir d'acteurs culturels formels qui agissent dans le champ des politiques culturelles. Mais ces acteurs peuvent également agir en dehors des politiques culturelles, dans le cadre d'autres politiques publiques et d'objectifs non nécessairement culturels. Alors, je pense ici à des acteurs de l'urbanisme culturel, tactique ou transitoire. Il y a par exemple des acteurs comme Polo, la coopérative culturelle Cuesta, le Bureau des guides, Cabanon Vertical. Bon, il y a toute une série d'acteurs qui sont un peu ces acteurs de l'urbanisme culturel qui ont travaillé sur ces questions-là. Alors, bien que leurs formes et leurs approches soient diverses, ces acteurs culturels, eh bien, ils se retrouvent autour d'une vision commune et élargie de la notion de culture. Leurs pratiques artistiques et culturelles, elles ne se limitent pas aux beaux-arts, aux œuvres académiques ou aux disciplines artistiques. Ils défendent ce qu'ils appellent une vision anthropologique de la culture, on retrouve assez souvent cette expression-là, c'est-à-dire une culture vivante en mesure d'opérer des échanges permanents avec des savoirs, des savoir-faire, des valeurs et des phénomènes culturels du quotidien issus des individus ordinaires. Et les productions déployées par ces acteurs, elles peuvent prendre des formes multiples. Alors elles peuvent s'incarner à travers des spectacles, des expositions, des manifestations, des œuvres d'art, mais elles peuvent aussi se matérialiser à travers la création de mobilier urbain, de tiers-lieux, d'espaces publics et de jardins partagés, ou encore de démarches d'économie circulaire. Un autre point commun de ces approches culturelles des transitions, c'est qu'elles placent les arts et l'action culturelle au cœur des transformations sociétales et aussi de la construction de nouveaux récits de territoire. Elle se déploie autour d'une nouvelle ingénierie de l'action publique, fondée sur la culture de la coopération et de nouveaux savoirs professionnels. C'est un peu l'ère de la facilitation culturelle qui nous est décrite par Vincent Guillaume. Alors donc, ces approches culturelles des transitions, elles sont encore rares, diverses, mais elles présentent quand même un certain nombre de caractéristiques communes. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à comprendre la manière dont elles agissent sur les transitions des territoires
et la transformation de l'action publique territoriale. Alors pour essayer d'y voir plus clair, j'ai donc travaillé sur plusieurs études de cas que j'ai observées et analysées pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. J'ai travaillé sur les expériences de coproduction de projets culturels de territoire et de schémas d'enseignement artistique du Lucas, sur des expériences d'urbanisme culturel, tactique et transitoire avec l'observation des laboratoires citoyens de Madrid et puis des pépinières urbaines de l'Agence française de développement. Et j'ai aussi travaillé sur un projet d'innovation territoriale, le projet Valence Roman Capitale des startups de territoire. Alors la notion de startup de territoire ne correspond pas tout à fait avec le fond du projet. On pourra y revenir justement dans la suite de la discussion. Et ce projet, en fait, il participe à la création d'une nouvelle culture de l'économie fondée sur un entrepreneuriat de territoire avec une économie réencastrée dans les enjeux sociétaux du territoire. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire ici toute l'analyse de ces cas d'études, mais ce qui est important de comprendre, c'est que ces approches culturelles et de transition, elles vont produire toute une série de ressources qui vont s'avérer déterminantes dans l'enclenchement d'une dynamique de transition sur les territoires. Elles vont favoriser des formes d'encapacitation citoyenne, la création de communautés. Elles vont favoriser la transformation des imaginaires et des modes de faire, la création de nouveaux récits de territoire, la création aussi de projets hybrides et ancrés localement et à l'articulation d'enjeux sociaux, culturels, environnementaux ou encore économiques. Et ces approches culturelles des transitions, elles vont aussi perturber les modes de faire habituels de nos institutions publiques. Elles vont les initier à des modes de conception et de gestion plus coopératifs, davantage sensibles aux dynamiques citoyennes et aux ressources latentes des territoires. Les agents des collectivités et des ministères apprennent par ces actions-là à expérimenter sans normaliser, à accompagner sans institutionnaliser, à relier sans uniformiser, à faire confiance sans sous-traiter, à échouer sans renoncer, encore à conduire des expériences alternatives sans pour autant les dénaturer. Alors, si ces ressources sont stratégiques pour initier une dynamique de transition, l'analyse des terrains, eh bien, elle met aussi en évidence certaines limites, comme la gestion et la pérennisation des projets issus des expérimentations, les coûts humains et financiers induits par les logiques de coopération, l'impact limité des expérimentations sur les grands projets de territoire et les décalages entre les promesses, changer le monde, et puis la réalité des actions engagées. Au-delà d'un rôle de perturbateur institutionnel, ces approches éprouvent des difficultés à essaimer en dehors du cadre spatial, temporel ou encore sectoriel des expérimentations. Elles connaissent des difficultés à embrasser toute la complexité de l'échelle, de la grande échelle territoriale, et à créer un nouveau système de normes et de valeurs au cœur des régimes dominants de l'action publique territoriale. Alors, si ces expériences ne peuvent évidemment à elles seules concentrer tous les objectifs de transition des territoires, elles révèlent néanmoins les limites d'un modèle de gouvernement par l'expérimentation, le fameux Governing by Experiment. Alors, ce modèle, il a souvent pour effet de créer, en fait, des expériences isolées, précaires et éphémères qui, mises bout à bout, peinent à bâtir de grands projets de territoire. C'est le cas, par exemple, des approches culturelles des transitions qui peinent à perdurer dans le temps et surtout à agir sur ces grands projets de territoire. Souvent, on va se rendre compte qu'elles ont vraiment des difficultés à pouvoir agir sur les PLU, sur les SCOT, sur les grands projets de renouvellement urbain, sur les projets alimentaires territoriaux, sur les plans climat, air, énergie territoriale, sur les schémas de développement économique. On va se rendre compte qu'il y a une déconnexion entre ces formes d'expérimentation et puis, fondamentalement, ces grands projets de territoire qui, eux, ont la capacité de pouvoir agir de manière significative sur la transition des territoires. Alors, dans ce modèle de Governing by Experiment, eh bien, ce modèle, ça ne fait pas une politique publique. Certes, c'est intéressant politiquement, ça fait une forme de marketing politique territorial, ça crée l'illusion d'une action coordonnée et significative sur les transitions, mais clairement, ça ne fait pas une politique publique. Et surtout, ça ne permet pas de répondre de manière suffisamment massive, pérenne et coordonnée aux enjeux de la transition des territoires et à leurs multiples vulnérabilités. Il faut donc, à côté des politiques publiques environnementales, d'urbanisme, d'habitat qui agissent sur les transitions, eh bien, créer une nouvelle catégorie de politiques publiques en mesure d'accompagner, de structurer, de légitimer, de pérenniser et, in fine, d'institutionnaliser ces approches culturelles des transitions. Alors, je suis conscient de la difficulté à aborder de manière frontale la question de l'institutionnalisation qui agit souvent comme une espèce de repoussoir pour pas mal d'acteurs culturels. Mais je suis convaincu que seule la mise en place d'une action publique coordonnée
peut permettre à un moment donné à cet ensemble d'approches culturelles des transitions, eh bien, d'une certaine manière, de passer à l'échelle et de pouvoir véritablement avoir des effets significatifs sur la transition des territoires. Donc il me semble par conséquent urgent de créer un nouveau champ des politiques culturelles dédié au rôle que les institutions publiques et leurs partenaires souhaitent faire jouer aux pratiques artistiques et culturelles pour accompagner la transition des territoires. Je précise que cette politique culturelle, elle ne s'inscrit absolument pas en porte-à-faux par rapport à d'autres politiques culturelles, liées à la démocratisation culturelle par exemple, ou liées à toutes ces politiques qui vont à un moment donné travailler sur l'accompagnement de la création artistique. Elle n'a pas du tout vocation non plus à faire table rase de l'héritage précieux des institutions culturelles. Elle cherche davantage à concevoir une politique publique qui, à un moment donné, eh bien, pourrait évoluer en fonction des grands bouleversements sociétaux majeurs. Un autre point important, c'est que cette politique culturelle des transitions territoriales, elle ne saurait être portée par le ministère de la Culture seul. Le ministère de la Culture n'a pas les capacités financières, institutionnelles, organisationnelles et techniques suffisantes pour la conception et le déploiement de cette nouvelle catégorie de l'action culturelle. Surtout, les recompositions culturelles induites par les transitions sont profondes et globales. C'est-à-dire que les réponses culturelles sectorielles et limitées aux disciplines ou aux œuvres artistiques eh bien, sont nécessaires, mais elles sont insuffisantes. Une politique culturelle orientée de transition, en fait, ne saurait se borner à la mise en place de programmes culturels, valorisant par exemple les œuvres des musées ou des théâtres qui puiseraient dans le registre de l'écologie. Elle ne saurait se réduire à des programmes de soutien d'artistes se réclamant d'un art écologique ou à la création de labels art et vivant par exemple, diffusés dans les bibliothèques, les cinémathèques ou les maisons de la culture. Elle ne saurait se contenter d'opérations ponctuelles de décarbonation et de réduction de l'empreinte environnementale du secteur culturel. Si ces opérations de décarbonation du milieu culturel sont fondamentales, elles ne sauraient toutefois suffire à bâtir une approche spécifiquement culturelle des transitions. Donc une politique culturelle des transitions territoriales nécessite par conséquent des réponses transsectorielles et coordonnées par une action nationale et interministérielle. Alors, au niveau de l'État, une politique culturelle des transitions territoriales doit être transversale et intégrer l'ensemble des domaines de l'intervention publique, liés à la culture, liés à l'économie, liés à l'éducation, aux transitions écologiques, à l'aménagement des territoires, à la transformation de l'action publique. Elle doit s'envisager de manière diffuse dans un ensemble de ministères et d'agences, l'ADEME, la NCT, afin que la transformation des politiques publiques se pense aussi à l'aune des approches culturelles des transitions. Au-delà d'une action nationale transversale et interministérielle, une politique culturelle des transitions doit être territorialisée. Elle doit aussi s'envisager à un niveau méso, à l'interface des politiques publiques nationales et des stratégies des acteurs locaux et de leurs écosystèmes. Pour résumer, une politique culturelle des transitions territoriales doit donc s'envisager autour d'une action publique culturelle nationale, transversale et territorialisée, afin d'agir sur les transitions des territoires et la transformation de leurs politiques publiques. Et de ce point de vue, tout reste à faire. Voilà un peu le menu de cet ouvrage qui s'ouvre par une préface donc, de Philippe Théier, que je remercie tout particulièrement, et qui se termine par une postface qui propose en fait à une diversité d'acteurs, à la fois des agents des ministères, des collectivités, des acteurs culturels, des universitaires, et bien de réagir par rapport à cette proposition d'une politique culturelle des transitions territoriales. L'idée, c'est de créer du débat, mais aussi une communauté d'acteurs en mesure de porter cette politique. Voilà, j'en ai terminé. Merci.